donc de la prise en charge de l'asthme en situation d'urgence. Attendez, j'arrive pas à enlever cette... je sais pas comment je fais pour enlever cette fenêtre. C'est bon, elle a disparu. Non, elle ressort à chaque fois. Pardon. On va commencer par parler de quelques définitions. Ensuite, du diagnostic positif. Ensuite, donc, de la prise en charge. La prise en charge, donc, elle va comprendre l'évaluation de la gravité. Bon, je ne sais pas comment je dois faire. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un parmi vous, bon, pour libérer un asthmatique qui vient de faire une crise ou une exacerbation, donc on ne va pas le libérer n'importe comment, donc il y a quelques critères à respecter. Ensuite, on va parler de la prévention, donc nécessité d'un suivi adapté et spécialisé, et adaptation du traitement de fond et le suivi avec autogestion du patient par plan d'action. La définition, c'est une aggravation aiguë ou subaiguë des symptômes et une détérioration de la fonction respiratoire par rapport à l'état habituel du patient. Il peut arriver qu'elle soit la manifestation inaugurale de l'asthme. Ça veut dire que l'asthmatique, normalement, en période intercritique, normalement, il doit être complètement asymptomatique. Donc, cette aggravation aiguë ou subaiguë des symptômes, parce qu'elle peut être aiguë, mais elle peut être un peu plus sournoise, si on veut. Donc, elle peut être subaiguë, des symptômes, une détérioration, ainsi qu'une détérioration de la fonction respiratoire par rapport à l'état habituel du patient. L'exacerbation, c'est la majoration des symptômes respiratoires habituels et de l'obstruction bronchique de plus de 48 heures, nécessitant un recours inopiné aux soins engendrant une modification de la thérapeutique habituelle. Finalement, l'exacerbation et la crise, c'est la même chose, sauf que l'exacerbation, dans les définitions, ils disent que c'est une majoration des symptômes, si on veut, mais que cette majoration des symptômes, elle va durer pendant une période de plus de 48 heures et qui nécessite une modification thérapeutique par rapport à la thérapeutique que le patient a l'habitude de prendre. Cette exacerbation, là actuellement on ne parle plus de crise, on parle surtout d'exacerbation. Même si elle dure moins de 48 heures, on ne parle pas de crise d'asthme, on parle d'exacerbation d'asthme, mais retenez cette définition. L'exacerbation finalement, c'est lorsqu'elle dure plus de 48 heures. Lorsque la majoration des symptômes dure plus de 48 heures, elle est dite sévère, elle nécessite une corticothérapie orale, a fortiori une visite aux urgences ou bien une hospitalisation. Dans ce cas, l'exacerbation, elle est dite sévère, sinon elle peut être modérée ou elle peut être légère. Le diagnostic positif, si vous avez des questions, donc essayez de me poser la question en temps réel. On ne va pas attendre la fin du cours pour que vous puissiez poser vos questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, donc n'hésitez pas de m'interpeller au fur et à mesure. Vous posez votre question, on va essayer d'y répondre. Dites-moi, est-ce que vous voyez une fenêtre en plein diapo ou bien c'est uniquement chez moi? Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui, elle est visible, mais elle disparaît en bas. Comment je fais pour là, à chaque fois que à chaque fois que je touche mon curseur à l'appareil, je ne sais pas comment faire pour l'enlever. J'ai une petite question. Normalement, vous êtes uniquement 31 participants. Je n'ai pas compris. Normalement, la promo, il y a des centaines, il y a une centaine de gens, uniquement 31 participants. Donc, là, c'est pas. Faut vraiment qu'on fasse, ouais, faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour l'enseignement. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, le diagnostic positif, il peut survenir de manière aiguë. Donc, l'exacerbation d'asthme ou la crise d'asthme, elle peut survenir de manière aiguë. Mais elle peut également être précédée d'une période dite de perte de contrôle et modification des symptômes. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait la crise, avant qu'il y ait avant qu'il y ait l'exacerbation, il peut y avoir une perte de contrôle. Lorsque vous avez fait l'asthme maladie, on vous a expliqué ce que c'est que la notion de contrôle. Parce que là, actuellement, on ne parle plus d'asthme intermittent, on parle d'asthme contrôlé, asthme partiellement contrôlé, asthme non contrôlé. Donc, il y a des paliers thérapeutiques. Vous mettez un palier 2, un palier 3.
si tous les critères de contrôle donc, sont respectés, vous dites que votre patient est contrôlé, présente un asthme qui est bien contrôlé. S'il est partiellement contrôlé, vous dites qu'il est partiellement contrôlé, sinon il est non contrôlé. Ça veut dire que avant la survenue de l'exacerbation de la crise, cette exacerbation de cette crise, elle peut être précédée par une perte de contrôle, une perte de contrôle. Ensuite, apparaîtra donc une dyspnée d'effort, apparition ou modification d'une toux, majoration d'expectoration, des réveils nocturnes, oppression thoracique nécessitant un recours accru au traitement de secours. Tout ça, donc, c'est quelques éléments qui peuvent précéder, qui peuvent normalement nous faire tirer la sonnette d'alarme, qui peuvent précéder une crise ou bien une exacerbation d'asthme. Le diagnostic positif, il repose sur des éléments cliniques et des éléments fonctionnels. Les éléments cliniques, ce n'est pas sorcier. N'importe qui parmi nous, il peut faire quand même le diagnostic donc d'une crise d'asthme ou d'une exacerbation d'asthme puisque le patient va se présenter, puisque le patient il va présenter donc une dyspnée de repos. Il va présenter des sibilants en auscultation et l'intensité, l'importance de ces sibilants va varier en fonction de la sévérité de la crise ou bien de l'exacerbation. Aussi, même les signes de détresse respiratoire dans les exacerbations sévères ou les crises sévères et donc l'arrêt respiratoire imminent. Donc, on a les éléments fonctionnels. Les éléments fonctionnels, on n'a pas besoin d'une spirométrie ou d'une plétismographie ou de gaz du sang pour diagnostiquer une crise d'asthme. On aura besoin uniquement d'un DEP. Le DEP, il servira surtout, non pas pour le diagnostic de la crise, mais il servira surtout pour l'évaluation de la sévérité de la crise. Pourquoi? Parce que c'est un élément objectif d'évaluation. Lorsque vous évaluez cliniquement, excusez-moi, il y en a parmi vous qui n'ont pas coupé leur micro. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, parce que ça dérange. Donc vous avez donc le DEP. On disait que le DEP c'était un élément objectif qui va me permettre donc d'évaluer la sévérité de la crise ou la sévérité de l'exacerbation. Lorsque vous examinez, vous pouvez être subjectif, donc vous pouvez surévaluer ou bien sous-évaluer donc l'intensité ou la sévérité de la crise ou de l'exacerbation. Mais le DEP, c'est un élément objectif qui va minimiser, si on veut, il va minimiser le risque d'erreur dans l'évaluation de la crise. Donc, en cas de signe respiratoire pas net, ce que j'étais en train, donc en cas de signe respiratoire pas net, la documentation d'une obstruction majeure permet de faire le diagnostic d'asthme aigu grave, surtout lorsque vous avez un DEP qui est inférieur à 50% ou bien carrément qui est inférieur à 30%. Lorsque le DEP est inférieur à 30%, c'est une urgence vitale. Ça veut dire que le pronostic vital peut être mis en jeu à très, très, très court terme. Et quand je parle du très, très court terme, c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes. Donc, généralement, c'est des crises explosives qui peuvent emporter le patient en 5 minutes et 10 minutes, donc par asphyxie. Donc, une valeur inférieure à 30% de la valeur théorique témoigne de la sévérité de l'obstruction. La mesure du DEP doit toujours être contrôlée après traitement. Ça veut dire que normalement, c'est à l'arrivée du patient que vous mesurez le DEP. Parfois, lorsque la crise elle est tellement importante, elle est très, très importante, elle est tellement importante que vous n'arrivez pas à mesurer le DEP. Donc, si vous mettez un traitement, que vous arrivez après le traitement à mesurer le DEP, c'est un bon signe. Ça veut dire que le patient, il est en train de répondre favorablement à la thérapeutique. Donc, pour la prise en charge, pour le diagnostic positif, vous avez la clinique. C'est très simple de poser le diagnostic. N'importe qui peut poser le diagnostic d'une crise d'asthme. Et pour l'évaluation de la sévérité, un élément qui est très, très, très important, il fait partie, en fait, ce n'est pas un examen complémentaire, il fait partie de l'évaluation clinique. C'est un élément, c'est une partie intégrante de l'évaluation clinique qui est le DEP, c'est le débit expiratoire de pointe. C'est la mesure du débit expiratoire de pointe. Vous avez le diagnostic différentiel, on a l'habitude de dire que tout ce qui siffle n'est pas asthme. Ça veut dire que quand vous entendez des sifflements, ce n'est pas nécessairement que ce soit une crise d'asthme. Donc, il est nécessaire de faire la part des choses entre crise d'asthme et autre chose. Pourquoi? Parce que la prise en charge, elle est complètement différente, notamment d'une exacerbation de BPCO. Parce que dans la BPCO aussi, il peut y avoir une hyperactivité bronchique. En fait, toute pathologie qui peut entraîner une hyperréactivité bronchique va s'accompagner sur le plan clinique par va se manifester sur le plan clinique par des sibilants. Et comme l'hyperréactivité bronchique n'est pas spécifique de l'asthme,
c'est un trait important. Vous avez fait la physiopathologie de l'asthme, c'est un trait important, essentiel pour le diagnostic de l'asthme. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'hyperactivité bronchique, on ne peut pas parler d'asthme. Donc, c'est un trait essentiel dans la maladie asthmatique, mais il n'est pas spécifique de la maladie asthmatique. On peut retrouver cette hyperactivité bronchique dans d'autres pathologies, donc on peut retrouver des sibilants dans d'autres pathologies. Notamment, on a dit les exacerbations de BPCO. On a dit, même dans le dème aigu du poumon, cardiogénique. Lorsqu'il est cardiogénique aussi, il peut y avoir une hyperactivité bronchique. Quand vous avez un OAP, je pense que vous avez fait cardio. Quand vous auscultez, on vous dit qu'il y a des crépitants. Ça, il y a des crépitants. Vous allez entendre des crépitants parce qu'il y a une atteinte alvéolaire, mais vous allez entendre aussi même des râles bronchiques, notamment des râles ronflants dans l'OAP cardiogénique. Vous entendrez même des râles sibilants, de fins sibilants dans l'OAP cardiogénique. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, les dilatations de bronchons poussées de surinfection, les exacerbations de fibrose, au fait, je vous ai dit que toute pathologie s'accompagnant d'une hyperactivité bronchique peut sibiler. Donc, il est très, très important d'en faire le diagnostic différentiel pour ne pas aggraver le pronostic par la suite. Ensuite, donc, dans la prise en charge, la première étape, donc avant de passer au volet thérapeutique, il faut toujours commencer par évaluer la gravité. Finalement, devant une crise, une exacerbation de base, toujours commencer par évaluer la gravité, identifier le facteur déclenchant et traiter par la suite. Donc, comment vous allez faire pour évaluer la gravité? À votre avis, donc vous me posez pas de questions, donc euh, c'est moi qui vais vous poser des questions. Est-ce qu'il y a parmi vous qui peut me dire quels sont les éléments cliniques sur lesquels je peux me baser pour évaluer la gravité de cette exacerbation, de cette crise d'asthme? Alors, quels sont les éléments cliniques qui me permettent d'évaluer la gravité? Sur quoi? Qu'est-ce que je dois rechercher? Qu'est-ce que je dois rechercher pour évaluer la gravité? Alors, allô? La dyspnée. La dyspnée, la maison quoi, parce que quand on dit dyspnée, c'est très, très, très vaste. Qu'est-ce que tu vas évaluer dans la Le dyspnée? DEP. Le DEP, très bien. Z, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Ça, c'est des éléments fonctionnels. Mais qu'est-ce qu'on va évaluer? Où est-ce que je peux trouver? Mais allez, je crois comme le chat, si vous voulez répondre par écrit, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je ne le trouve pas. Je ne sais pas où ça se trouve. Sinon, vous répondez, vous répondez oralement. Donc, on a le DEP. Il me permet. Donc, mais la dyspnée, c'est un peu vague. C'est un peu, qu'est-ce que je dois rechercher? Quels sont les éléments, justement, les éléments qui vont me permettre d'évaluer la gravité de cette dyspnée? Concrètement, oui. Attendez, je vais voir le chat. En discussion. Où est-ce que je peux trouver le chat? Bon, apparemment, je n'ai pas l'habitude de travailler avec Zoom, donc je ne connais pas toutes les fonctionnalités, mais allez. Donc, voilà les paramètres qu'il faut rechercher systématiquement pour évaluer la gravité. Vous avez la difficulté respiratoire. Ce n'est pas la dyspnée, c'est la difficulté respiratoire. Donc, pour le dyspnée, voilà comment on peut évaluer l'intensité de la dyspnée. Parce que sinon, on ne pourra pas. S'il vient, par exemple, en marchant, il vient aux urgences, il vient vers vous en marchant, il peut s'allonger. Ou bien, il vient en parlant, mais il préfère rester assis. Il arrive quand même à parler, mais, ou bien, il est au repos, il est assis, il est penché en avant, il n'arrive pas à parler. Il n'arrive même pas à faire des phrases hachées. Ici, il peut faire des phrases hachées. Mais il ne peut pas faire de phrases hachées, il parle en haletant, il parle par mots. L'expression orale et la vigilance. La conversation, il arrive à tenir une conversation quand même, mais il peut être agité. Lorsque c'est modéré, c'est des phrases généralement agitées. Il y a des phrases, mais il arrive quand même à faire des phrases. En sévère, c'est ce que j'étais en train de dire. Mot, il est généralement agité. Dans l'arrêt respiratoire immédiat, il est complètement somnolent. Excusez-moi. Il est complètement somnolent ou confus.
D'ailleurs, c'est l'hypoxie qui fait ça. L'agitation, c'est l'hypoxie qui peut provoquer l'agitation. Mais la somnolence et la confusion, c'est l'hypercapnie. Ça veut dire un asthmatique qui vient et qui est somnolent ou confus. Et c'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui est agité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est agité, c'est surtout l'hypoxie. Mais il doit y avoir une hypoxie normocapnie. Mais là, lorsqu'il est somnolent ou confus, ça veut dire que probablement il est en hypercapnie. Donc là, c'est une indication carrément à l'intubation orotrachéenne. La fréquence respiratoire, il faut la prendre aussi. Elle est augmentée. Même dans l'exacerbation légère, elle est augmentée. Mais elle reste quand même inférieure à 25 mouvements par minute. Elle est augmentée souvent entre 25 et 30, mais lorsqu'elle est supérieure à 30, on est dans le cadre de l'asthme aigu grave. Ce que vous voyez, l'exacerbation sévère et l'arrêt respiratoire imminent, on appelle ça asthme aigu grave. La contraction des muscles accessoires et tirage susternal. Vous avez, là, c'est le tirage. Hein. Non. Dans le modéré, vous allez trouver un tirage. Dans le sévère, vous allez trouver même le tirage. Les sibilants, vous avez, ils peuvent être modérés en fin d'expiration, ils peuvent être bruyants, ils peuvent être carrément absents. Lorsqu'ils sont absents, ça veut dire qu'il y a un silence auscultatoire. S'il y a un silence auscultatoire, pour la simple raison que la colonne d'air ne passe pas, ça veut dire que le patient, il est pratiquement en arrêt respiratoire. Il fait carrément des pauses. La fréquence cardiaque doit être inférieure à 100, ou bien entre 100 à 120, supérieure à 100, 120, ou bien il bradycardise. Le DEP, dans la légère, il est supérieur à 80%, voire 70%. Dans la modérée, il est entre 60 et 80, ou bien 50 à 70. C'est 50 à 70. Dans la sévère, il est inférieur à 70%. Ici, il n'est pas prenable. Hein. Bon, la PaO2, la PaCO2, on peut, mais bon, ce n'est pas un élément qui est très, très important. La saturation transcutanée, aussi l'oxymétrie transcutanée. Dans la légère, la saturation est supérieure à 95%. Dans la modérée, généralement, on la trouve entre 91 et 95% et inférieure à 90%. Ce qu'il faut retenir, les éléments qui vous permettent d'évaluer la sévérité, vous avez la difficulté respiratoire, vous avez l'expression orale et la vigilance, vous avez la fréquence respiratoire, vous avez la fréquence cardiaque, vous avez l'auscultation, les sibilants, vous avez l'existence ou non d'un tirage et vous avez le DEP. Ce sont ces éléments cliniques. Tout ça, c'est des éléments cliniques. Ça veut dire que pour évaluer, si on veut, pour prendre en charge une crise, une exacerbation d'asthme, on n'aura besoin d'aucun examen complémentaire. L'évaluation de la sévérité, elle est essentiellement clinique. Donc, c'est en difficulté respiratoire, l'expression orale et vigilance, la fréquence respiratoire, la contraction des muscles accessoires et tirage. Donc, le tirage, l'existence ou non d'un tirage, parce que le tirage, le tirage, il est dû à la contraction des muscles accessoires. Le tirage susternal et susclaviculaire, il est dû à la contraction du sternocléidomastoïdien, le muscle HAD, le muscle de la nuque qui fait ça au niveau du cou. Donc, c'est le sternocléidomastoïdien. C'est un muscle inspiratoire accessoire. Lorsqu'il se contracte automatiquement, cliniquement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un tirage susternal et un tirage susclaviculaire, et vous avez le tirage intercostal, c'est dû à la contraction des muscles inspiratoires accessoires qui sont les intercostaux externes. Lorsqu'ils se contractent automatiquement, donc il va y avoir une dépression intercostale, ça va donner un tirage intercostal, les sibilants et le DEP aussi, pour évaluer le degré de la gravité les signes de gravité extrême. Par contre, les signes de gravité extrême, sont des signes qui témoignent de l'arrêt respiratoire imminent. Ce sont ça. Donc, les troubles de la conscience, les pauses respiratoires, le collapsus, sont tous ces signes qui sont annonciatrices d'un arrêt respiratoire imminent et qui nécessitent une prise en charge dans l'extrême urgence parce que, bon, généralement, lorsqu'il faut un arrêt respiratoire imminent, la mortalité, elle est très, très augmentée en préhospitalier. Ça veut dire qu'elle ne va pas donner le temps aux patients, aux accompagnateurs de patients, donc ça ne va pas donner le temps aux patients d'arriver jusqu'au niveau des services d'urgence. Généralement, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent complètement asphyxiés. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté. Le risque de décès accru. Donc, il y a un risque de décès accru. Ça veut dire que chez des patients, il y en a quelqu'un parmi vous qui a allumé son micro, s'il vous plaît. Donc, le risque de décès accru. Si vous avez des patients, vous recevez
dans le cadre de l'urgence et qui présentent un des signes suivants. Ça veut dire que ce sont des patients à risque. Ça veut dire que même lorsqu'ils se présentent, par exemple, en exacerbation modérée, on admettons qu'ils sont en exacerbation modérée. Ici, s'il vous plaît, vous coupez le micro, s'il vous plaît. Vous allumez le micro, sauf si vous avez une question. Sinon, vous coupez le micro parce que vous dérangez tout le monde. Donc, même s'il est dans le modéré, même s'il est dans le degré de gravité modéré, il est dans le modéré, mais qu'il présente un de ces signes, dont on va parler, on va les détailler maintenant, ça veut dire que vous êtes obligé de considérer le degré de sévérité supérieur. Ça veut dire qu'il vient en exacerbation modérée cliniquement. Il vient en exacerbation modérée avec tout ça. Mais que votre patient est jeune, par exemple, enfant ou adolescent, donc le profil du patient, il a une mauvaise perception de la gravité. Donc, il est dans le déni, par exemple. Par exemple, bon, je ne sais pas, il y en a des profils particuliers où lorsque vous leur annoncez, par exemple, qu'ils sont asthmatiques, par exemple, après, ils vont faire tout un tapage. C'est comme si vous leur avez annoncé leur mort, par exemple, ou bien un cancer, ou je ne sais pas quoi. Alors, finalement, c'est une maladie chronique comme n'importe quelle autre maladie chronique qui est parfaitement prise en charge. Donc, si elle est parfaitement prise en charge, donc elle ne posera aucun problème, que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme, et même à très, très, très long terme. L'essentiel, que la prise en charge soit adéquate. Donc, mauvaise perception de la gravité, les femmes d'âge moyen, le contexte social difficile, par exemple, quelqu'un qui est isolé socialement, par exemple, là, c'est un facteur de risque accru dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la gravité de votre crise. Le faible niveau d'éducation, par exemple, parce que, bon, il y a l'éducation thérapeutique, vous avez fait la maladie asthmatique, l'éducation thérapeutique est liée pour beaucoup dans la prise en charge dans la prise en charge de l'asthme. Quelqu'un qui a un faible niveau d'éducation, donc automatiquement, il ne va pas pouvoir intégrer facilement donc, les différents paramètres de la prise en charge. Parce que finalement, l'asthmatique, finalement, c'est quoi? Il y est pour 70% de sa propre prise en charge. C'est-à-dire que le médecin et le médicament n'y sont que pour 20 ou 30% dans la prise en charge. L'essentiel de la prise en charge, elle est réalisée par le patient lui-même. C'est pour ça qu'il faut parfaitement l'éduquer. Et s'il n'a pas le niveau intellectuel pour intégrer justement les différents traits de sa prise en charge, donc automatiquement vous aurez des problèmes pour vous aurez des problèmes pour sa prise en charge au long cours. La faible compliance au traitement aussi, quelqu'un qui ne prend pas correctement son traitement, donc c'est un facteur de risque de décès. Une pathologie psychiatrique, la toxicomanie, le tabagisme, il peut aggraver la maladie aussi, la pathologie cardiaque ou autre pathologie pulmonaire associée, refus de la maladie, la corticophobie. On sait tous qu'il y a des effets secondaires par rapport aux corticoïdes. Donc, ces effets secondaires, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, l'ostéoporose et tout, donc ils font en sorte qu'il y en a des patients qui développent de véritables phobies par rapport aux corticoïdes. Et comme on sait que la corticothérapie, justement, que ce soit inhalée ou par voie systémique, enfin inhalée dans le cadre de la prise en charge de la maladie au long cours. Et par voie systémique, c'est dans le cadre de la prise en charge de la maladie, dans le cadre de l'urgence. Mais contrairement à la BPCO, donc vous allez faire BPCO normalement cet après-midi, vous allez voir que le support du traitement ou la base de la prise en charge de la BPCO, c'est les bronchodilatateurs, mais là, le support du traitement, c'est les corticoïdes. Vous ne pouvez pas prendre en charge un asthmatique sans lui prescrire des corticoïdes. Et si ce patient a développé une véritable phobie par rapport aux corticoïdes, vous avez un gros problème sur les bras pour pouvoir le stabiliser. Donc, il faut faire très attention. Donc, vous avez donc le profil de la maladie. Ça, c'est le profil du patient. Donc, le profil de la maladie, une variabilité circadienne du DEP qui est très importante et qui excède les 20%. Quand on dit circadienne, ça veut dire que vous prenez le DEP le matin et que si vous prenez le DEP le soir, vous voyez qu'il y a une différence de plus de 20%. Là, c'est un des critères de gravité aussi. La corticothérapie orale au long cours, c'est quelqu'un qui est en train de prendre des corticoïdes et qui a arrêté une corticothérapie orale au long cours, qui est en train de la prendre depuis longtemps et il a arrêté brutalement.
Une augmentation des doses des bêta-2 sympathomimétiques, traitement et suivi inadéquat avec recours fréquent aux urgences, absence de traitement de fond par CSI, ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure, tel comme le support du traitement de l'asthme, c'est les corticostéroïdes inhalés. Une mauvaise observance du traitement par CSI. Donc, CSI, c'est corticostéroïdes inhalés. Hospitalisation fréquente, notamment en réanimation, il y a des antécédents d'asthme aigu grave. Donc, il a été pris en charge en réanimation ou bien des antécédents d'intubation orotrachéenne. Il y a des antécédents d'intubation orotrachéenne et vous avez la non-réponse au traitement initial, l'absence de réponse au traitement initialement administré. Ça veut dire que vous avez vu, par exemple, votre patient avant d'arriver chez vous, il a vu déjà un médecin. Le médecin, il avait prescrit un traitement, il a pris son traitement, mais malgré ça, il ne s'améliore pas. Là, c'est un facteur de risque accru. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous recevez un patient qui cliniquement présente ça, il est dans le modéré. Il est dans l'exacerbation d'asthme qui est modérée, toujours dans le modéré, mais à l'interrogatoire, par exemple, vous trouvez quelques paramètres par rapport à ça. Même un seul paramètre par rapport à ça, vous êtes obligé de considérer plutôt le degré de gravité supérieur. Ça veut dire que vous n'allez plus le classer dans le modéré, vous allez le classer dans la crise d'asthme sévère et vous allez prendre en charge comme étant une exacerbation sévère, une crise d'asthme sévère et faire très très attention parce qu'il peut compliquer en très peu de temps. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression que je suis en train de parler tout seul comme un fou, donc je ne sais pas. Si vous avez des questions, donc vous m'arrêtez. Pas de questions? Je continue. Non, professeur, tout est clair. Pardon? Tout est clair, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, on va passer à l'identification du facteur déclenchant. Très important. Donc, on a évalué la gravité de quand je commence à prendre en charge. Donc, je commence par évaluer la gravité de la crise. Ensuite, bon, il y a toujours un facteur déclenchant. Ça veut dire que normalement, un asthme qui est resté longtemps contrôlé, il va pas décompenser sans qu'il y ait un facteur déclenchant. Et c'est très, très important d'identifier le facteur déclenchant. Pourquoi? Pour la prise en charge étiologique. Bon, c'est vrai que je vais traiter mon exacerbation d'asthme, ma crise d'asthme, mais il faut qu'il y ait quand même un traitement étiologique. Ça veut dire qu'il faut que j'identifie le facteur déclenchant et je traite. Si c'est une virose, je traite symptomatiquement. Si c'est une surinfection bactérienne, si c'est une bronchite, par exemple, une surinfection bronchique, je vais mettre des antibiotiques. Si c'est une pneumonie, je vais prendre en charge l'essentiel qu'il faut que j'identifie mon facteur déclenchant puisqu'il faut que je le prenne en charge. À votre avis, quels sont les facteurs déclenchants qui peuvent déclencher une crise d'asthme, une exacerbation d'asthme? Qu'est-ce qu'il faut que je cherche systématiquement devant une exacerbation d'asthme? Essayez de me répondre. C'est une question. Quels sont les facteurs qui sont susceptibles de déclencher une crise d'asthme? Allô, allô? Une infection. Une infection bronchique, Z. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme facteur déclenchant? Très bien, une infection. Il peut y avoir une virose aussi, avoir une surinfection bactérienne, une surinfection virale. Hein. C'est vrai, ce n'est pas uniquement les surinfections bactériennes. Ça veut dire que l'antibiotique n'est pas systématique. Je ne suis pas tenu de prescrire des antibiotiques tout le temps. Z, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme facteur déclenchant? Ce n'est pas uniquement les surinfections. Les allergènes. Pardon, j'ai pas bien entendu. Aoudi? Les allergènes. La qualité du son est très très mauvaise, je n'arrive pas à entendre. Bon, معليش. Absence ou arrêt du traitement de fond ou observance insuffisante. Ça veut dire que quand il fait une crise, ce n'est pas nécessaire. Les allergènes. Pardon? Pardon? معليش. Donc, absence, arrêt du traitement de fond ou observance insuffisante. La première chose qu'il faut demander à quelqu'un, bon, vous mettez les soins d'urgence. Ça veut dire que s'il vient en asthme aigu grave, par exemple, vous n'allez pas vous amuser à lui poser ces questions. Donc, vous mettez des bronchodilatateurs jusqu'à amélioration, ensuite, vous posez les questions.
Donc, vous l'avez bien compris, ça, c'est de la logique. Donc, vous recherchez le traitement de fond. Est-ce qu'il est réellement traité? Est-ce qu'il a une prescription? Est-ce qu'il est observant? Ou est-ce qu'il prend correctement? Parce que ce qui pose problème ici chez l'asthmatique, c'est tous les dispositifs d'inhalation. Vous avez les délivreurs de poudre sèche, vous avez les sprays, les aérosols doseurs. Donc, il faut toujours vérifier déjà. Est-ce qu'il y a un traitement de fond? S'il y a un traitement de fond, est-ce que le patient il est observant? Est-ce qu'il prend réellement son traitement de fond? Et s'il prend réellement son traitement de fond, est-ce qu'il sait comment le prendre? Ça veut dire qu'il sait utiliser les dispositifs d'inhalation parce que ce n'est pas toujours évident. Parfois, c'est très, très difficile, surtout avec les aérosols doseurs. C'est pour ça qu'on évite de les prescrire chez l'enfant, chez les sujets âgés. Pourquoi? Parce que ça nécessite une coordination même bouche. S'il ne sait pas utiliser l'aérosol doseur, automatiquement, c'est comme s'il ne prend pas son médicament, donc ça peut constituer un facteur déclenchant. Ça paraît logique, mais il faut y penser aussi. Il faut savoir poser la question aux patients parce que ce n'est pas évident qu'ils vous le disent. Il y a les infections respiratoires, le plus souvent d'origine virale, ça ne relève pas toujours d'un traitement à base d'antibiotiques. Il y a les expositions à un allergène respiratoire ou plus rarement alimentaire. Je ne sais pas, une exposition massive à un allergène, par exemple. Une exposition à des irritants non spécifiques. Tabac, par exemple, le cannabis, la pollution atmosphérique, les produits ménagers, les irritants d'origine professionnelle. Il y en a aussi qui développent une véritable allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ça peut entrer dans ce qu'on appelle la triade de Vidal. Donc, l'allergie à l'aspirine, la polypose nasale et l'asthme. Généralement, c'est un asthme qui est particulier, qui est sévère. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, il faut toujours rechercher une allergie à l'aspirine ou bien peut-être le momentum. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre Aspégique? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre Voltaren? Donc, il relève comme on m'a directement. Et s'il y a une allergie aux AINS, il faut toujours penser à ce qu'on appelle la triade de Vidal. Et la caractéristique de cette triade de Vidal, c'est que l'asthme, il est particulier, il est plus ou moins sévère, donc il faut faire très, très attention chez quelqu'un qui a une allergie aux AINS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les bêta-bloquants aussi, parce que vous comprenez, quand on bloque le système sympathique, le système sympathique, il a tendance à provoquer une bronchodilation. Le parasympathique a provoqué une bronchoconstriction par des médicaments bêta-bloquants le système sympathique. Donc, on peut aggraver la symptomatologie d'asthme et provoquer une bronchoconstriction et déclencher carrément une exacerbation. Vous voyez que tout ça sont des facteurs déclenchants, ce n'est pas uniquement les surinfections bronchiques, tout ça doit être, ça veut dire que normalement, il faut connaître tout ça pour savoir poser les questions. Vous n'avez pas lui poser la question entre par exemple, qui face à la clé qui ne va pas pouvoir vous répondre. Normalement, vous devez poser une à une les questions à Hadoop pour pouvoir rechercher ou trouver un facteur déclenchant pour essayer de le régler par la suite. Ensuite, on arrive au traitement. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant avant d'entamer la partie traitement? Des questions. Docteur, c'est quoi la triade de Vidal? قلت لك دوكا la triade de Vidal, c'est الحوايج. عندك l'allergie aux AINS. Donc, c'est quelqu'un, dès qu'il prend de l'aspirine, par exemple, l'aspégique, dès qu'il prend du Voltaren, il y aura une éruption, il y aura carrément une crise d'asthme qui apparaît, une exacerbation sur place. Ça, c'est une hypersensibilité de type 1. Donc, comme deuxième, une polypose nasale. La troisième, c'est un asthme bronchique. La gravité il faut savoir se comporter avec ce genre de patient. Pourquoi? Parce que généralement, l'asthme, c'est un asthme qui est sévère. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut systématiquement rechercher une allergie aux AINS. La triade de Vidal, c'est l'association de ces trois. L'asthme sévère, la polypose nasale et l'allergie aux AINS. C'est bon? Oui, merci. Zeb, est-ce qu'il y a une autre question avant de passer à la partie traitement? Makash? Alors, les objectifs du traitement, quand on met un traitement, donc il faut toujours avoir des objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est de restaurer l'état clinique et fonctionnel en levant l'obstruction et de prévenir la rechute précoce en traitant l'inflammation. C'est très, très important. Ça veut dire que, une exacerbation, une crise d'asthme, finalement, il y a deux phases. Il y a une hyperactivité bronchique qu'il faut traiter par bronchodilatateur, mais il y a une phase
inflammatoire, très très importante. La phase inflammatoire, elle est prise en charge par quoi? Elle est prise en charge par des corticoïdes. C'est pour ça que normalement, on va voir, il y a des indications bien précises. Un patient qui fait au décours d'une exacerbation modérée à sévère, automatiquement, lorsqu'il sort, il va sortir avec une ordonnance de sortie. Cette ordonnance de sortie doit obligatoirement comporter des corticoïdes péros. Pourquoi les corticoïdes péros? Si vous ne les mettez pas, il y a cette phase inflammatoire qui va faire que votre patient il va rechuter précocement et vous allez le voir au service des urgences avec l'après-midi, avec ou bien voir demain matin pour éviter ces rechutes précoces. Donc, l'ordonnance de sortie doit obligatoirement comporter une corticothérapie par voie systémique. Donc, les moyens thérapeutiques, comment on va traiter? On va traiter automatiquement par des bêta-2 agonistes d'action rapide par voie inhalée. Les bêta-2, c'est toujours la voie inhalée, que ce soit dans le cadre de la prise en charge de l'asthme long cours ou bien dans le cadre de l'urgence. Sauf cas particulier, on va voir tout à l'heure, parce que ces bêta-2 peuvent être utilisés aussi par voie sous-cutanée, ils peuvent être utilisés aussi carrément par voie intraveineuse à la seringue électrique, mais les indications sont bien précises. Ce n'est pas pour tout le monde qu'on va mettre des bêta-2 par voie intraveineuse. Pourquoi? Parce que ça nécessite une surveillance, donc il faut scopper le patient, ça nécessite une surveillance cardiovasculaire très rapprochée à cause des effets secondaires, donc il y a tachycardie. Il faut faire très attention aussi, c'est chez les coronariens, ceux qui ont une coronaropathie ischémique parce que ça provoque une vasoconstriction. Et s'ils ont une coronaropathie ischémique, ces bêta de par voie intraveineuse peuvent déclencher carrément un infarctus du myocarde. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que les indications sont restreintes. On va voir tout à l'heure. Les bêta-2 par voie générale, salbutamol en perfusion, c'est ce que j'étais en train de raconter, les anticholinergiques. Le bromure, dépratropyum en aérosol ou en nébulisation. Les anticholinergiques sont des médicaments qui vont entrer en compétition avec l'acétylcholine adéquat. Donc, ils vont bloquer les récepteurs acétylcholine, donc ils vont bloquer le système parasympathique. Ici, ils bloquent le système parasympathique automatiquement. Il bloque la bronchoconstriction. On a dit que le parasympathique, qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque une bronchoconstriction. Donc, lorsqu'il est bloqué automatiquement, ça va provoquer une bronchodilatation. Ça veut dire qu'ils agissent de la même manière que les bêta-2 SM, les bêta-2 agonistes, mais de deux manières différentes. Ils vont bloquer. Qu'est-ce qu'ils vont bloquer? Bêta mais chez antagoniste, agoniste, c'est le contraire d'antagoniste. L'agonisme, c'est le contraire de l'antagonisme. Donc, ils vont mimer l'action du sympathique, donc automatiquement, ils provoqueront une bronchodilatation. Ou ils vont bloquer l'action du parasympathique, ils vont provoquer une bronchodilatation. Ça veut dire que l'effet est le même. C'est une bronchodilatation, mais par deux mécanismes physiopathologiques complètement différents. Et vous avez la corticothérapie par voie systémique. La corticothérapie, dans la prise en charge de l'asthme long cours, c'est par voie inhalée, mais dans la prise en charge de l'asthme, dans le cadre de l'urgence, c'est par voie systémique. Et quand on dit voie systémique, ça veut dire soit par voie péros, soit par voie intraveineuse. Les autres médicaments, vous avez l'adrénaline, vous avez le sulfate de magnésium et vous avez la théophiline. La théophiline, il faut la manipuler avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Pour la simple raison que la dose thérapeutique est très étroite. Ça veut dire que la dose efficace et la dose toxique sont proches l'une de l'autre. Et si vous dépassez la dose permise, vous tomberez dans la dose toxique, vous risquez carrément votre patient un arrêt respiratoire, un arrêt cardiovasculaire. Donc, il faut les manipuler avec beaucoup de précautions. C'est pour ça que ce sont des médicaments. Même chose pour l'adrénaline, le magnésium plus ou moins, mais l'adrénaline, la théophiline et les bêta de sympathomimétiques par voie intraveineuse sont des médicaments qu'on a danger pour le cœur. C'est pour ça qu'il faut les manipuler avec beaucoup de précautions. Ils ne sont pas manipulés par n'importe qui. Généralement, ils sont manipulés par des réanimateurs. Ça veut dire que lorsqu'ils sont indiqués, ça veut dire qu'on est dans le cadre de l'asthme aigu grave. Et l'asthme aigu grave, sa prise en charge, ce n'est pas vous, ce n'est pas le médecin généraliste, ce n'est pas le médecin spécialiste, le pneumologue, c'est le médecin réanimateur. C'est pour ça que ce sont des médicaments qui sont manipulés généralement par des réanimateurs dans des services de soins intensifs. Les indications thérapeutiques, donc vous avez donc un repos sur trois principes. La bronchodilatation, ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure. Donc la bronchodilatation, parce que je vous ai dit que la crise d'asthme, c'est deux phases. Donc une bronchodilatation
une bronchoconstriction, donc une hyperactivité bronchique qui est responsable d'un bronchospasme. Ce bronchospasme est traité par quoi? Il est traité par les bronchodilatateurs. Vous avez la phase inflammatoire traitée par la corticothérapie. Bon, la détresse respiratoire, c'est l'oxygène, plus ou moins la ventilation mécanique lorsqu'il y a indication. Donc, devant la crise d'asthme bénigne légère, devant ça, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que vous avez évalué votre patient. Cliniquement, c'est ça. Il ne présente aucun facteur de risque de décès accru. Il ne présente rien du tout. Ça veut dire qu'il présente uniquement ça. Il est venu, par exemple, en marchant. Il peut s'allonger sans aucun problème. Il peut tenir une conversation même s'il est un petit peu agité. Ça veut dire qu'il a une fréquence respiratoire qui a 25 cycles par minute maximum. Ça veut dire qu'il n'a pas de tirage. Ça veut dire qu'il présente à l'auscultation, sa fréquence cardiaque elle reste inférieure à 100 et qu'à l'auscultation, vous avez des sibilants qui sont vraiment modérés en fin d'expiration et que son DEP, il est supérieur à 70%. Ce n'est pas 80%, c'est à 70%. Son DEP il est supérieur à 70%. Donc, qu'est-ce que vous lui faites? Il vient aux urgences. Qu'est-ce que vous lui faites? Vous lui faites ça. Vous lui mettez uniquement 4 bouffées de bêta-2 sympathomimétique. Vous voyez que vous n'êtes pas obligé, de le garder, plutôt de mettre des corticoïdes d'emblée. Parce que je vois ce qui se passe dans le service d'urgence. Dès qu'il sibille un petit peu, ils lui mettent une nébulisation. En plus, la nébulisation est utilisée avec l'oxygène. Normalement, ça doit être utilisé avec un appareil comprimé. Ça veut dire que les bêta-2 doivent passer par un appareil à air comprimé et non pas par une oxygénothérapie à fort débit. Avec le barbotage. Il ne faut pas barboter, il faut utiliser un appareil à air comprimé. Et ils mettent d'emblée des corticoïdes en plus par voie intraveineuse. On va voir les indications de la corticothérapie par voie intraveineuse sont réservées uniquement à la crise de l'exacerbation d'asthme sévère. C'est tout. Donc, la corticothérapie dans l'asthme, dans la crise d'asthme bénigne n'est pas nécessaire, elle n'est pas systématique. Donc, vous mettez 4 bouffées, vous évaluez 20 minutes. Si le DEP est toujours inférieur, non, le DEP, de toute façon, je me suis trompé. Je rappelle là 80, c'est 70%. Vous rajoutez 4 bouffées, si le DEP est toujours supérieur à 70%, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous allez évaluer uniquement cliniquement et non pas sur le DEP. Ce n'est pas par rapport au DEP. Ça veut dire que vous allez lui mettre 4 bouffées de bêta-2 sympathomimétique, vous évaluez 20 minutes après, vous rajoutez 4 bouffées et vous pouvez le faire sortir carrément la première. Parce que son DEP, de toute façon, d'emblée, il est supérieur à 80%. Ça veut dire que cliniquement, il n'y a plus rien du tout. Donc, il n'y a plus les sibilants, rien du tout. Donc, vous pouvez le libérer au bout d'une heure. La crise d'asthme bénigne ne pose pas de problème. Le problème, il va être posé par rapport à la crise d'asthme modérée. C'est-à-dire qu'il va venir en consultation avec ça. Si c'était une crise d'asthme légère avec un des signes de risque de décès accru, vous allez automatiquement, même si vous êtes cliniquement ici et qu'il présente des facteurs de risque, automatiquement, vous allez le classer dans le modéré. Ou bien il n'a pas de signe, il n'a pas de facteur de risque, mais il est cliniquement dans le modéré. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Vous allez lui mettre ça. D'ailleurs, normalement, vous devez le garder en observation un minimum 3 heures, maximum 6 heures, jusqu'à amélioration. La crise d'asthme modérée, vous pouvez mettre des bêta-2 sympathomimétiques à 8 bouffées, pas une nébulisation en chambre d'inhalation, ou vous pouvez soit mettre, soit ne pas mettre la terbutaline en sous-cutanée, plus la corticothérapie. Vous voyez que la corticothérapie ici, elle est indiquée uniquement à partir de l'exacerbation d'asthme modérée. Et vous faites une évaluation au bout de 20 minutes. Si le DEP est inférieur à 70%, ça veut dire que vous êtes toujours entre 50 et 70%, toujours que le DEP est inférieur à 70%. Vous rajoutez non pas les corticoïdes, non pas la terbutaline en sous-cutanée, mais vous rajoutez des bêta-2, c'est-à-dire 4 à 8 bouffées en bêta-2 sympathomimétique et ainsi de suite. Au bout d'une heure, si le DEP
il dépasse les 70%. Au bout d'une heure, hein, ça veut dire au bout d'une heure, le DEP il dépasse les 70%. Vous pouvez le faire sortir, mais bon, la sortie, vous le gardez en observation jusqu'à la 3e heure. Hein. Vous le faites sortir avec des bêta de sympathomimétiques plus corticoïdes pendant une semaine. Ça veut dire que vous n'allez pas le faire sortir à la première heure. Vous allez le faire sortir en admettant qu'il s'est amélioré au bout d'une heure. Il s'est amélioré au bout d'une heure avec un DEP qui est supérieur ou égal à 70%. Vous n'allez pas le faire sortir au bout d'une heure. Maintenant, vous allez le faire sortir au bout de 3 heures. C'est une crise d'asthme modérée. Normalement, vous devez le garder en observation pendant minimum 3 heures. Lorsque vous le faites sortir, vous allez lui prescrire des bêta de sympathomimétiques plus une corticothérapie pendant une semaine. S'il ne s'améliore pas, ça veut dire qu'au bout d'une heure, le DEP est toujours inférieur à 70%. Maintenant, je fais 70%. Il est toujours supérieur à il est toujours inférieur à 70%. Vous faites un schéma de la deuxième heure, c'est-à-dire 8 bouffées chaque 20 minutes jusqu'à obtenir un DEP à plus de 70%. Si vous n'arrivez pas, au bout de 6 heures, à obtenir un DEP qui est supérieur à 70%, ça veut dire que vous devez considérer là le degré de gravité supérieur. C'est quoi le degré de gravité supérieur? C'est la crise d'asthme sévère. Ça veut dire, de récapituler, vous allez recevoir une crise d'asthme modérée. Déjà, vous allez le garder en observation pendant 3 à 6 heures. Vous allez lui mettre au début, lorsque vous le recevez, vous allez lui mettre des bêta-2, 4 à 8 bouffées, donc en chambre d'inhalation, plus ou moins sous-cutanée, plus corticothérapie per os, 0,5 mg par kilo, en une seule dose per os. Ensuite, vous évaluez chaque 20 minutes et chaque 20 minutes, vous devez rajouter des bêta-2 sympathomimétiques pour que le DEP est à 70%. Si vous arrivez à obtenir déjà la première 20 minutes, vous arrivez à obtenir un DEP qui est supérieur à 70%. Maintenant, vous gardez malgré ça le patient en observation pendant 3 heures et au bout de 3 heures, vous le faites sortir avec cette ordonnance. Ça veut dire que le but, quand vous mettez ce traitement, c'est d'obtenir un DEP qui est supérieur ou égal à 70%. Si vous arrivez à obtenir le DEP qui est supérieur ou égal à 70%, au bout de 3 heures, vous pouvez faire sortir votre patient donc avec cette ordonnance. Si vous n'arrivez pas à obtenir le DEP et un DEP qui est supérieur ou égal à 70%, qui est toujours inférieur à 70%, à chaque fois, vous rajoutez le même traitement, les 4 à 8 bouffées. Vous les renouvelez chaque 20 minutes. Si au bout d'une heure, donc vous avez 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, à la première heure. Si vous arrivez à obtenir un DEP qui est supérieur à 70%, vous le gardez en observation 3 heures et vous le faites sortir avec ça. Si vous n'arrivez pas à obtenir un DEP qui est supérieur à 70%, à la deuxième heure, vous doublez la dose. Au lieu de mettre 4 à 8 bouffées, vous mettez directement 8 bouffées pendant 20 minutes et vous suivez. Si au bout de 6 heures, vous n'arrivez toujours pas à obtenir le DEP qui est supérieur à 70%, ou bien en cours de route, votre DEP il a baissé, ça veut dire que le patient il s'est aggravé, vous êtes obligé de considérer le degré de sévérité supérieur, c'est-à-dire c'est quoi le degré de sévérité supérieur, c'est-à-dire la crise d'asthme sévère ou l'exacerbation d'asthme sévère. Ça veut dire que c'est quoi la crise d'asthme sévère, l'asthme aigu grave, c'est ça, ou bien c'est quelqu'un qui se présente avec ce profil clinique. C'est quelqu'un qui se présente avec ce profil clinique d'emblée, ou bien quelqu'un qui se présente avec ce profil clinique, donc il est dans le modéré. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le curseur qui bouge. Répondez-moi, vous arrivez à voir le curseur qui bouge? Oui. Très bien. Ou bien qui se présente avec une crise modérée, c'est-à-dire avec ça, mais qui a des facteurs de risque. Qui a des facteurs de risque. Ça veut dire, vous êtes dans le sévère. Ou bien, quelqu'un qui se présente dans le modéré, pour qui vous avez prescrit un traitement d'urgence, et que malgré un traitement d'urgence pas correctement conduit, et que malgré ça, il n'arrive pas, malgré ça, vous n'arrivez pas à obtenir une amélioration. Vous n'arrivez pas à obtenir un DEP, une disparition de la symptomatologie clinique avec un DEP qui est supérieur à 70%. Donc, il reste par exemple à 50%, le 55%, le 61 ou à 60%. Dans ce cas, vous êtes obligé de considérer l'exacerbation sévère. Donc, la définition de l'exacerbation sévère, finalement,
Elle change. Il y a trois définitions différentes. Soit qu'il se présente cliniquement uniquement avec ça, soit qu'il se présente cliniquement avec un profil d'exacerbation modérée, mais avec des facteurs de risque, ou bien qui se présente avec un profil d'exacerbation modérée, mais qui ne répond pas à un traitement d'urgence correctement administré. Vous êtes dans les trois cas de figure, vous êtes dans l'exacerbation sévère. Est-ce que c'est OK par rapport à cette explication ou bien non? Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est clair. Pour les autres, est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Donc, je peux continuer, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Hadou qui se présente dans le cadre de l'exacerbation d'asthme sévère, déjà qu'il faut les garder minimum au niveau des services des urgences. Il faut les garder minimum 6 à 12 heures. Ça, c'est au niveau des services des urgences. Je ne suis pas en train de parler de l'USIC, c'est-à-dire l'unité de soins intensifs, ou bien du service d'hospitalisation conventionnelle. On va parler des indications d'hospitalisation juste après. Mais ceux-là, les patients dont on vient de parler, sont des patients qui doivent être gardés dans un service d'urgence, dans un pavillon d'urgence. Dans un pavillon d'urgence, ils ne sont pas obligés d'être hospitalisés, d'être casés quelque part. Quelqu'un qui se présente avec une crise d'asthme modérée, qu'est-ce que vous allez lui proposer à son arrivée? Vous allez lui proposer de l'oxygène à fort débit, à la sonde nasale ou bien à la lunette nasale. Vous allez lui proposer des bêtas de sympathomimétiques en nébulisation en aérosol, 10 à 15 bouffées par rapport à l'aérosol doseur. La nébulisation, non. La nébulisation pour un adulte, c'est 1 cc de ventoline, de salbutamol en solution, dilué, toujours dilué, dans 3 cc de sérum salé isotonique et mis en nébulisation. C'est ça les posologies. Ou bien si vous utilisez, si vous n'avez pas, parce que normalement la nébulisation AD, elle doit être délivrée par un appareil à air comprimé. Ces appareils à air comprimé ne sont pas toujours disponibles dans les pavillons des urgences, donc vous pouvez utiliser une chambre d'inhalation. Cette chambre d'inhalation, d'ailleurs, même les chambres d'inhalation à deux ne sont pas toujours disponibles. Parce qu'on faisait, quand je faisais mon résident à Belimsus, on bricolait des chambres d'inhalation avec des bouteilles d'eau minérale. On bricolait ces chambres d'inhalation carrément avec des bouteilles d'eau minérale. Donc, on utilise normalement l'aérosol doseur, donc en chambre d'inhalation, parce qu'il ne va pas pouvoir inhaler et faire une apnée, par exemple. Là, il ne va pas pouvoir expirer profondément. Ensuite, vous lui mettez le produit actif. Ensuite, il doit inhaler profondément. Normalement, Jamie, elle vous a expliqué comment utiliser un aérosol doseur. C'est un peu difficile. Déjà, pour le patient en état stable, c'est difficile. Alors là, pour le patient en exacerbation, donc c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que normalement, l'aérosol doseur dans le cadre de l'urgence ne doit pas être utilisé seul, doit être utilisé toujours en combinaison avec une chambre d'inhalation. Sinon, le produit actif, il ne va pas arriver jusqu'au niveau des branches. Donc, plus des anticholinergiques renouvelables toutes les 20 minutes pendant la première heure, puis toutes les 4 heures. La corticothérapie, dans la crise d'asthme sévère, c'est par voie intraveineuse. Dans la crise d'asthme modérée, c'est une corticothérapie par voie pérosa. Dans le sévère, c'est par voie intraveineuse. Toujours. Voilà. C'est pas parce que la voie intraveineuse est plus efficace que la voie péros, pour la simple raison que il arrivera à avaler. Donc, on ne lui donne pas voie péros. La voie péros, elle est parfaitement superposable à la voie intraveineuse. La question efficacité. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous arrivez à utiliser la voie péros, il faut toujours préférer la voie péros. Question efficacité. Elle est aussi efficace que la voie parentérale et en plus, elle est beaucoup moins. Elle ne mobilise pas finalement, elle ne mobilise pas un infirmier. Ça veut dire qu'on utilise la voie péros pour ce patient. Pour ce patient, ce n'est pas parce qu'il est modéré, c'est parce qu'il arrive à avaler. Mais Hada, il n'arrivera pas à avaler les médicaments. C'est pour ça qu'on préfère lui injecter les médicaments directement par voie intraveineuse. On injecte, voilà la dose, 1 mg par 0,5 à 1 mg. Ce n'est pas nécessairement 1 mg. 0,5 à 1 mg par 6 heures. Si vous ne lui donnez pas voie péros, vous calculez en fonction du poids, c'est 0,5 mg par kilo. C'est 1 mg par kilo toutes les 6 heures. Et normalement, vous devez rester au chevet de votre patient. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une aggravation. Le DEP, s'il descend
à moins de 50%. Vous n'êtes pas obligé de faire une réévaluation clinique plus DEP. La réévaluation, c'est en temps réel. Ça veut dire que vous n'allez pas mettre ce traitement et partir et revoir votre patient au bout de 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'au bout de 15 minutes, vous risquez de le trouver mort carrément. Pourquoi? Parce que l'aggravation, elle peut se faire au bout de 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, vous mettez ce traitement et vous restez au chevet de votre patient. Si vous voyez que votre patient, il est en train, déjà qu'il au bout de 5 minutes, vous voyez que votre patient, il ne s'est pas amélioré ou bien il s'est aggravé, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il risque? Il risque donc l'arrêt respiratoire, il risque de faire une pause respiratoire. Vous devez organiser rapidement le transfert en soins intensifs. En soins intensifs, qu'est-ce qu'ils vont lui mettre? Ils vont lui mettre du sulfate de magnésium, ils vont lui mettre de l'adrénaline, ils vont lui mettre de la théophiline, ils vont lui mettre aussi, j'ai oublié de la prescrire, ils vont lui mettre des bêta de sympathomimétiques à la seringue électrique par voie intraveineuse avec un scope de la fonction cardiaque pour voir s'il y a une tachycardie, s'il y a trouble du rythme, s'il y a des stigmates électriques, donc d'une ischémie myocardique, donc il faut interrompre rapidement. Mais ça, ce n'est pas pour vous. La prise en charge dans le cadre des soins intensifs, ce n'est pas pour vous, c'est juste pour... et s'il fait des pauses respiratoires, donc automatiquement, donc il y a des signes d'alarme, donc c'est un patient qui va être intubé. Donc, s'il s'aggrave automatiquement, il va partir aux soins intensifs. Donc, votre problème, c'est lorsqu'on est là. Ça veut dire que vous allez prescrire un traitement et qu'au bout de 6 heures, par exemple, 6 à 12 heures, vous constatez, bon, vous avez prescrit le traitement, que votre patient il était en train de s'améliorer. Ça veut dire qu'il ne s'est pas aggravé. Vous allez maintenir ce traitement. Vous voyez que les corticoïdes, c'est 6 heures, 1 mg par kilo par 6 heures. Ça veut dire qu'au bout de 6 heures, il s'améliore. Vous n'allez pas lui rajouter une deuxième dose. Si vous voyez par exemple que votre patient il s'améliore, mais pas suffisamment, ça veut dire que vous allez le garder 12 heures. Donc, vous êtes obligé au bout de la 6e heure de rajouter une deuxième dose de corticoïdes. C'est 1 mg par kilo par 6 heures. Si au bout de 6 à 12 heures, vous voyez que votre patient s'est amélioré cliniquement, et que son DEP, il a dépassé les 70%. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'autoriser à retourner à son domicile et vous allez lui prescrire donc une ordonnance. Cette ordonnance va contenir, des bêta de sympathomimétiques de courte durée d'action. Je parle de bêta de sympathomimétiques. Dans le cas de l'urgence, on n'est pas en train de parler des bêta de sympathomimétiques de longue durée d'action. Ils n'ont aucune indication dans la prise en charge de l'asthme dans le cas de l'urgence. Je suis en train de parler de bêta de sympathomimétiques de courte durée d'action, toujours de courte durée d'action, plus une corticothérapie par voie Péros à la dose de 0,5 mg par kilo par jour pendant 5 à 7 jours. Vous mettez 5 jours, vous mettez 6 jours, vous mettez 7 jours, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que si votre patient il s'améliore, mais son amélioration n'est pas complète. Ça veut dire qu'au bout de 6 à 12 heures, vous avez mis le traitement. Donc, pendant 6 à 12 heures, vous avez mis donc, des bêta de sympathomimétiques en nébulisation que vous avez renouvelé. Donc, chaque 20 minutes, vous allez lui espacer chaque 2 heures, vous allez lui espacer chaque 4 heures, ensuite chaque 6 heures. Et vous avez renouvelé 2 doses de corticoïdes. Ça veut dire qu'à son arrivée, vous avez mis 1 mg par kilo par 6 heures. Et au bout de la 6e heure, vous avez rajouté une autre dose de 1 mg par kilo. Au bout de 12 heures, vous voyez que votre patient, il s'améliore certes. Ça veut dire qu'il ne relèvera pas des soins intensifs, mais que son amélioration n'est pas complète. Ça veut dire que son DEP, il reste aux alentours, il reste entre 50 et 70%. Il ne dépasse pas les 70%. À ce moment-là, vous allez discuter son hospitalisation dans un service de médecine pour poursuivre le même traitement. Ça veut dire que vous n'allez pas le garder pendant une semaine. Il va nécessiter peut-être 5 jours, peut-être 3 jours pour retrouver son état fonctionnel initial, donc d'avant-crise. Vous n'allez pas le laisser plus de 12 heures dans un service d'urgence. Vous allez l'hospitaliser dans un service de médecine pour maintenir le traitement, c'est-à-dire que vous allez maintenir les corticoïdes chaque 6 heures et que vous allez maintenir les bêta de sympathomimétiques chaque 4 heures, parce que il s'est amélioré chaque 4 heures, il s'est amélioré, et que vous allez attendre le retour
à l'état initial, l'état fonctionnel initial, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 4 jours, ça peut prendre 5 jours, comme ça peut prendre 10 jours. Dès que le patient s'améliore ou trouvera son état fonctionnel initial avec un DEP qui dépasse les 70%, à ce moment-là, vous allez le faire sortir. Et quand il sortira toujours avec donc, des bêta de sympathomimétiques, une corticothérapie péros pendant 5 à 7 jours, même s'il avait reçu des corticoïdes durant l'hospitalisation. Donc, les critères d'hospitalisation, ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure, l'hospitalisation dans un service de soins intensifs, quelles sont les indications? Et une crise, une exacerbation avec des signes d'arrêt respiratoire imminent à l'arrivée, directement. Une crise sévère, ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure, une crise sévère qui s'aggrave sous traitement, un malade à haut risque avec une crise sévère dont l'état ne s'améliore pas sous traitement avec un DEP qui fait inférieur à 30%. Ce sont des patients qui relèvent d'une prise en charge dans le cadre des soins intensifs. L'hospitalisation dans un service d'urgence pendant 6 à 12 heures, finalement, c'est la crise d'asthme sévère avec un DEP qui est inférieur à 50%. La crise d'asthme sévère, la crise d'asthme modérée chez un patient à haut risque ou ne répondant pas à un traitement initial. L'hospitalisation dans un service de pneumologie, la crise d'asthme sévère avec un DEP qui est inférieur à 50%, automatiquement, vous le mettez dans un service d'urgence pendant 6 à 12 heures. S'il s'aggrave ou s'il ne s'améliore pas, automatiquement, vous allez passer aux soins intensifs. Ou bien une crise d'asthme modérée, ce que j'étais en train de raconter, chez un patient à haut risque. Une crise d'asthme modérée avec patient qui présente des facteurs de risque d'asthme aigu grave ou bien des facteurs de risque de décès, automatiquement, vous allez le considérer comme étant des crises sévères. Donc, automatiquement, vous allez les garder dans le cadre dans le pavillon des urgences pendant 6 à 12 heures. Et l'hospitalisation dans un service de pneumologie ou de médecine de la 12e heure, c'est-à-dire une exacerbation d'asthme sévère qui est resté pendant 12 heures dans un pavillon des urgences, mais qui ne s'est pas suffisamment amélioré et dans le DEP qui est resté, qui a dépassé les 50% certes, mais qui n'a pas dépassé les 70%, qui est resté entre 50 et 70%. Et s'il est inférieur à 50%, on considère qu'il n'y a pas d'amélioration, donc automatiquement, il relèvera des soins intensifs. Donc, crise d'asthme sévère ou exacerbation sévère d'asthme avec réponse incomplète, donc DEP entre 50 et 70% après un traitement d'urgence adéquat. Est-ce qu'on est d'accord par rapport aux critères d'hospitalisation ou bien les indications d'hospitalisation? Répondez-moi. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est bon? Docteur, Oui. docteur, pour le traitement à domicile, comment le patient le prend? C'est Non, c'est selon pas, son état. non, c'est pas le traitement, ça veut dire lorsqu'il sort du pavillon des urgences, c'est ça. Oui, Ah, oui. c'est des bêta de sympathomimétiques par voie inhalée normale, comme il a l'habitude de les prendre, plus la corticothérapie par voie péros. Là, vous allez prescrire des corticoïdes, la prédnisone par exemple, à 0,5 mg par kilo. S'il pèse 60 kg, vous allez mettre 30 mg. S'il pèse 100 kg, vous allez mettre 50 mg, ainsi de suite. 0,5 mg par kilo par voie péros, pendant 5 à 7 jours. 5 jours, 6 jours, 7 jours, il n'y a aucun problème. Plus ou moins, donc si cette exacerbation est due à une surinfection bronchique ou bien une pneumonie ou bien ce que vous voulez, automatiquement, vous allez devoir prescrire des antibiotiques. Si ce n'est pas dû à une surinfection bronchique, à ce moment-là, l'ordonnance de sortie comportera uniquement des bêta de sympathomimétiques et une corticothérapie par voie péros. Mais la corticothérapie, elle est nécessaire. D'accord. Oui, merci. Sauf, la corticothérapie par voie péros à la sortie, elle est nécessaire uniquement pour les crises d'asthme modérées, l'exacerbation modérée d'asthme et l'exacerbation sévère d'asthme. Pour les exacerbations légères, bénignes, donc, vous n'êtes pas tenu de prescrire des corticothérapies à la sortie. Sauf s'il récidive, sauf s'il rechute ou là, des cas d'autres. Docteur, pour les oui. formes bénignes, on garde également le patient 3 heures. Non, pour les formes bénignes, c'est 1 à 3 heures. Ça veut dire que vous pouvez, s'il s'améliore précocement, vous pouvez le faire sortir au bout d'1 heure, il n'y a aucun souci. Vous laissez 1 heure. Si vous mettez une crise d'asthme bénigne, vous mettez les 4 bouffées. Vous mettez uniquement les 4 bouffées, il s'améliore. Vous n'êtes pas le DEP-TAO, ça y est, là, ça bon, de toute façon, le DEP-TAO, il est super 70%. C'est pour ça que vous l'avez classé avec les bénins. Cliniquement,
il y a disparition de toute symptomatologie, plus de sibilant. Au bout de la première prise de médicament, vous n'êtes pas obligé de renouveler la dose. Vous pouvez le garder en observation pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, s'il ne récidive pas, s'il ne pose aucun problème, vous pouvez le faire sortir. Et quand il sortira, vous allez lui mettre uniquement des bêta de sympathomimétiques chaque 4 heures. Vous n'êtes pas tenu de prescrire des corticoïdes par voie parentéral. C'est bon? Oui, merci. Pour la bénigne Hadia, Professeur, oui, même à la sortie, on va garder les bêta-2 à courte durée d'action, oui. à 4 heures, même à la sortie. Pour le bénin. Oui, à la sortie, l'ordonnance de sortie. À la sortie, vous mettez pendant 2 jours, 2-3 jours, adéquat, vous renforcez chaque 4 à 6 heures, parce que la durée d'action, c'est 4 à 6 heures, les bêta de courte durée d'action. Vous renforcez 4 à 6 heures avec son traitement de fond. Hein. Ça veut dire que dans le traitement de fond, le patient est comme s'il n'a pas de traitement de fond et qu'il fait une exacerbation légère, vous êtes tenu, on va en parler. Vous mettez des bêta de sympathomimétiques de courte durée d'action pendant 4 à 6 heures. Et s'il n'a pas de traitement de fond, vous lui rajoutez des corticoïdes par voie inhalée. Oui. Dans la crise bénigne, l'ordonnance de sortie, il n'y a pas de corticoïdes par voie parentéral. S'il a un traitement de fond, il continuera son traitement de fond. S'il n'a pas de traitement de fond, vous allez lui prescrire une corticothérapie par voie inhalée. Dans la bénina, vous allez lui prescrire une corticothérapie par voie inhalée et vous allez l'adresser à un médecin de consultation. On n'associe pas la corticothérapie inhalée à des bêta-mimétiques de longue durée d'action. Ce n'est pas ton problème. Dans le cadre de l'urgence, comme le support de la prise en charge de l'asthme, c'est la corticothérapie. Ça veut dire que quand vous recevez un patient dans le cadre de l'urgence et qui n'a pas de corticoïdes inhalés, soit que vous prescrivez une corticothérapie péros plus corticoïdes inhalés, soit que vous prescrivez, si la crise elle est modérée ou elle est sévère, s'il a une corticothérapie inhalée, vous allez prescrire uniquement des corticoïdes péros pendant 5 à 7 jours. Dès qu'il il va reprendre sa corticothérapie inhalée. Si il n'a pas de corticothérapie inhalée, dans le modéré à sévère, vous allez prescrire une corticothérapie inhalée, vous allez prescrire une corticothérapie péros plus une corticothérapie inhalée. Dans la corticothérapie inhalée, et vous allez faire une lettre d'adresse pour qu'il soit pris en charge pour long cours par un médecin qui va prendre le relais par la suite. Oui, merci. Si c'est une crise d'asthme bénigne, vous n'allez pas prescrire la corticothérapie, péros, mais vous allez juger s'il nécessite une corticothérapie inhalée au long cours. Vous allez lui prescrire une corticothérapie inhalée. Vous allez faire une lettre d'adresse pour le médecin de consultation. Merci. Donc, le retour à domicile. Voilà le retour à domicile. Ça, c'est très, très important quand il sort du pavillon des urgences. Il faut qu'il retourne à domicile si son DEP est supérieur à 70%. Sinon, il ne sort pas. Si le DEP est supérieur à 70%, il retournera à domicile, il n'y a pas de problème. Traitement à domicile, prednisone 1 mg, bon, 0,5, c'est 0,5, 1 mg, vous mettez 0,5 mg par kilo. De prednisolone, 0,5 mg par kilo équivalent. Les bêta de sympathomimétiques de courte durée d'action, 4 à 6 prises par jour, qui m'ont coûté un peu pendant 4 à 6 heures, durée minimale 5 jours. Une corticothérapie inhalée, là-bas, non, c'est plus ou moins. Vous n'êtes pas obligé de mettre des là-bas. Il faut que je la corrige. Par contre, vous êtes obligé de prescrire une corticothérapie inhalée. هذه لابا نحيوها. كنت تسمعوا فيها يا اخي. Oui. Allô? Oui. هنا vous êtes une corticothérapie par voie de la base, vous êtes obligé de les prescrire. Pas une corticothérapie inhalée, c'est archi faux. Rappelez aux patients la prévention des facteurs déclenchants.
la qualité de son suivi, les conseils pour la gestion de son traitement de fond et de ses crises. Donc, rappelez aux patients la prévention des facteurs déclenchants. Ça veut dire que vous êtes obligé de le rééduquer. Vous faites dans la répétition. Peut-être le faire la sauce. Parce qu'il aura tendance à oublier. Rappelez aux patients la prévention des facteurs déclenchants, la qualité de son suivi aussi, qui doit être bien, les conseils pour la gestion de son traitement de fond et de ses crises, apprendre aux patients les principes de l'autosurveillance. Ça veut dire qu'il faut qu'il connaisse aussi quand est-ce qu'il faut qu'il se déplace au niveau du pavillon des urgences et quand est-ce qu'il peut rester à domicile. Prémisse d'annonce méga grave quand même. Parce qu'il ne faut pas, l'essentiel de la mortalité, il survient en préhospitalier. Ça veut dire que généralement, lorsqu'ils arrivent, même en cas de crise d'asthme sévère ou d'arrêt respiratoire imminent, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, généralement, ils sont tirés d'affaire. Ça veut dire que le patient ne doit pas perdre beaucoup de temps. Il faut qu'il sache quand même connaître les prémices d'asthme aigu grave pour qu'il puisse se déplacer à temps au niveau du pavillon des urgences pour justement protéger la mortalité. L'essentiel de la mortalité, c'est en pré-hospitalier et non pas au post-hospitalier. Généralement, les asthmatiques ils sont bien récupérés une fois à l'hôpital. Donc, apprendre aux patients les principes d'autosurveillance et un dispositif de mesure du DEP doit lui être prescrit. Il faut lui apprendre aussi à utiliser son DEP. Parce que finalement, il peut finalement évaluer sa crise d'asthme lui-même. Il suffit de mesurer son DEP. Si son DEP est supérieur à 70%, il n'a pas à s'inquiéter. Si son DEP est entre 50 et 70%, automatiquement, il faut qu'il se déplace au niveau du pavillon des urgences. Si son DEP est inférieur à 50%, c'est une extrême urgence. La prévention, donc pour prévenir les exacerbations d'asthme, il faut que le suivi soit adéquat, il faut que le patient soit correctement suivi. Donc, automatiquement, cela découle de sens. Donc, le traitement de fond, il faut qu'il soit suffisant. Pour ça que normalement, ils doivent être réévalués au bout de 4 semaines. Si vous mettez par exemple un palier 3 de traitement chinois, donc vous devez le voir au bout de 4 semaines. Si son asthme est contrôlé automatiquement, vous maintenez. Si son asthme n'est pas contrôlé automatiquement, il faut envisager une escalade thérapeutique. Le réajustement thérapeutique en cas de perte de contrôle et apprendre aux patients à connaître une crise potentiellement grave, ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Docteur, Oui. alors pour toutes les formes légères, modérées et sévères, le Oui. traitement à domicile comporte une corticothérapie inhalée, Péros et des bêta-2 mimétiques. En fait, à domicile, non. Du coup, il ne pourra pas prendre ses corticoïdes. Normalement, il doit savoir évaluer déjà sa crise. Donc, si le DEP déjà est supérieur à 70%, il est tranquille. Ça veut dire que au moment de l'apparition des symptômes, donc il peut les juguler par des bêta-2 sympathomimétiques, c'est tout. Mais si le DEP, il faut lui expliquer que si le DEP est inférieur à 70%, il vaut mieux qu'il se présente. C'est entre 50 et 70%, on est déjà dans le modéré, vaut mieux qu'il se présente. Donc, il fait ses bêta-2 sympathomimétiques. Si ça part, c'est bon. Si ça ne part pas, il faut qu'il se présente donc, dans les plus brefs délais au niveau du pavillon des urgences. Donc, il faut lui expliquer que si le DEP est supérieur à 70%, ça, il peut utiliser ses bêta-2 sympathomimétiques et temporiser à domicile, il n'y a pas de souci. Mais s'il est inférieur à 70%, il fait ses bêta-2 sympathomimétiques à domicile, ça c'est vrai, mais il faut qu'il se présente quand même au niveau du pavillon des urgences. On ne sait jamais s'il y a une aggravation rapide. Et la corticothérapie Péros et inhalée, elle est constante à domicile. Il la prend. Au fait, bon, ça, c'est vrai. Donc, bon, ça en plus dans l'automédication, mais ça, c'est vrai, il peut prendre sa dose de corticoïdes à domicile. Mais côté comme l'essentiel, c'est que si le DEP est inférieur à 70%, il faut qu'il se présente au niveau du pavillon des urgences. Ça, il peut prendre ces bêta-2 sympathomimétiques, il peut prendre une dose de corticoïdes, il n'y a aucun souci. Mais si le DEP est inférieur à 70%, mais il vient au pavillon des urgences. Donc, si il y a une amélioration spectaculaire, à ce moment-là, bon, ça, c'est vrai. Tout ça, normalement, c'est de l'éducation thérapeutique. Tout ça, il faut lui expliquer par A plus B pour qu'il puisse gérer justement son asthme, que ce soit lorsqu'il est stable ou bien dans le cadre de l'urgence. Z. C'est bon? Docteur, comment le malade peut évaluer son DEP? Justement, normalement, chaque asthmatique doit avoir son DEP chez lui. Normalement, ça fait partie de la prescription médicale.
Apprendre aux patients les principes d'autosurveillance et un dispositif de mesure du DEP doit lui être prescrit. Parce que ça se vend dans le commerce. Ça veut dire que quand vous prenez en charge votre patient asthmatique, normalement, dans la prescription médicale, vous prescrivez un DEP sur l'ordonnance. Vous mettez de la ventoline, vous mettez par exemple du Symbicort, qui est une association corticoïde, et vous mettez chambre d'inhalation par exemple, et vous mettez en bas dispositif de mesure, vous mettez PIC-Flow ou bien dispositif de mesure du débit expiratoire de pointe. Il doit l'acheter et vous devez lui expliquer dans chaque consultation, vous devez vérifier déjà l'observance thérapeutique, vous devez vérifier la technique d'utilisation des dispositifs d'inhalation et vous devez aussi vérifier s'il a son DEP et s'il a son DEP, vous devez vérifier s'il l'utilise correctement. Normalement, chaque asthmatique doit avoir son DEP et il doit savoir s'en servir. Z. D'accord, merci. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour en profiter. Alors, Nakash, oui. Docteur, quel est l'intervalle entre les prises de corticoïdes ou de bêta-2? Il y a un intervalle. Vous avez dit tous les 4 heures. À domicile. À domicile, oui. Oui. Ça veut dire qu'il s'est amélioré, il part. Oui. Non, à domicile, ça veut dire le retour à domicile. Quand vous prescrivez, comme les bêta-2, 4 à 6 prises par jour. Donc, pendant quelques jours après la crise. Ensuite, il les utilisera juste au besoin. La corticothérapie, comme 1 mg par kilo par jour, à prendre une seule dose par jour, à 0,5 plutôt. Par exemple, vous prescrivez quelqu'un qui pèse dans les 80 kg, vous allez lui mettre 40 mg de prednisolone une fois par jour. Et vous allez les prescrire la matinée pour suivre le pic physiologique. Vous savez tous, vous avez fait de la physiologie, qu'il y a un pic de libération de la cortisol qui est aux alentours de 9 h du matin. C'est pour ça que quand on prescrit des corticoïdes, on les prescrit justement à 9 h du matin, la matinée, pour que ça puisse coïncider avec le pic pour maximiser l'effet de la corticothérapie. Donc, c'est chaque 6 heures jusqu'à amélioration. Mais quand il sort, c'est une fois par jour. Même pour la forme inhalée? Non, là, c'est nice. Quand on retourne à domicile, ça veut dire qu'on est en train de gérer le post-exacerbation précoce. Ça veut dire la semaine hadik. La semaine hadik, avoir péros, c'est une fois par jour. Au bout d'une semaine, il va arrêter la prednisone. La corticothérapie inhalée. La corticothérapie inhalée, de tout la prise en charge de l'asthme long cours tout à l'heure, elle vous a donné un tableau, les recommandations de la prise en charge du GINA, les paliers. Vous avez les paliers 1, le palier 2, le palier 3, le palier 4 et le palier 5. Ça dépend quel palier vous avez prescrit. Normalement, ça rentre dans le cadre, la fréquence d'utilisation de la corticothérapie inhalée, ça rentre dans le cadre de la prise en charge de l'asthme long cours. C'était le cours d'avant. Et les doses varient en fonction du palier prescrit. Le palier 3 et le palier 2, le palier 3 et le palier 5, ce n'est pas la même chose. Ah, d'accord. Merci. De rien. Z. C'est bon? Je peux couper la communication, c'est bon? Pas de questions? Normalement, c'est bon. Merci. Donc, merci à vous, Merci. Bonne journée. Merci à vous.